Quel est le meilleur coach pour toi qui débute dans le jiu-jitsu brésilien? Qu'est-ce qui se fait de meilleur pour toi? Bon, tu débarques dans le milieu, tu ne t'y connais pas, tu veux avoir le meilleur coach qui soit et tu as raison. Si tu as encore des doutes, si tu ne sais pas ce qu'il te faut, si tu es encore hésitant, tu te dis mais je veux bien faire du jiu-jitsu, mais c'est quoi la meilleure approche pour moi? Eh bien, je te propose dans cette vidéo d'aborder 3 points précis qui vont créer toute la clarté quant au choix que tu feras et qui vont t'aider à te décider. La première fois que je suis arrivé dans un club de jiu-jitsu brésilien, ça a été une vraie catastrophe, une catastrophe. Alors, comment ça s'est passé? Eh bien, je suis arrivé ce jour-là, c'était un dimanche, c'était le seul club d'ouvert, je crois, j'avais fait mon enquête et j'étais tombé sur ce club. Je suis arrivé naïf, pas assez de recul informationnel sur la discipline, donc je me trouvais là, il y avait un rendez-vous, le prof devait venir, il est arrivé avec, je sais pas, 1 heure de retard et j'étais là en compagnie d'une jeune demoiselle autrichienne qui voulait aussi faire un essai parce qu'elle avait fait, elle, du jiu-jitsu traditionnel classique en Autriche et elle était contente pour son séjour en France de pouvoir la pratiquer aussi un peu de jiu-jitsu pendant qu'elle était là. Et donc on échangeait, elle me demandait, mais est-ce que c'est la même chose? Je me disais, de toute façon, c'est du jiu-jitsu, donc peut-être qu'il y a des similarités, je ne sais pas, on verra quand le professeur va arriver. Du coup, il arrive, souriant, il ne parle pas français, le professeur, bien sûr, c'est très important. Je lui explique que je suis là pour la découverte, que je n'ai pas de recul du tout en la matière. Il me dit, pas de problème, vous pouvez rentrer, vous pouvez essayer, voilà. Les vestiaires, c'est par là, échangez-vous. Voilà, je mets mon ancienne tenue d'aïkido, ma ceinture blanche, et je suis prêt. Et nous voilà sur le tatami, en phase d'échauffement. Évidemment, les mouvements sont assez bizarroïdes parce que je ne les connais pas, mais j'arrive à les faire sans plus d'explications que cela. Et bon, on arrive à s'adapter. Puis vient le moment de la technique, il n'y a pas beaucoup d'explications, mais les quelques explications qu'il y a ne sont pas réellement compréhensibles parce que le professeur ne parle pas français et donc c'est vraiment très compliqué. Néanmoins, voilà, on essaye et tout ça. Bon, la population est très restreinte, on est, je crois, 6 à tout casser, dont 2 débutants que sont cette Autrichienne et moi-même, et peut-être un de plus qui était là aussi par curiosité. Sinon, ce ne sont que des gradés. Déjà ça, c'est une ambiance assez spartiate, assez restreinte, assez froide. Puis est venu le moment du sparring, parce que le cours classique du jiu-jitsu, comme je te l'ai déjà annoncé si tu suis la chaîne, c'est voilà, échauffement, technique, et après sparring. Donc est venu le moment de sparring, évidemment. Je ne savais pas grand-chose, donc voilà, et on m'a dit, mais écoutez, là maintenant, il faut faire des petits sparring. Mais c'est-à-dire, c'est-à-dire qu'il faut faire un peu de bagarre et essayer de faire des choses. Mais quoi, précisément, je ne sais pas faire grand-chose. Il faut essayer, il faut juste essayer et se jeter dans le bain. Ah. Et donc je me retrouve avec un monsieur qui est ceinture violette. Je m'en souviens comme si c'était hier de cette partie précisément. Je ne me souviens pas de la technique qu'on a abordée ce jour-là parce qu'évidemment ça ne m'a pas marqué. Par contre, l'épisode là avec ce monsieur, je m'en souviens parce que tout de suite il me prend dans ce que je reconnais aujourd'hui comme une garde fermée, mais je ne savais pas ce que c'était. Et je lui pose la question tranquillement, mais qu'est-ce que je suis censé faire pendant que là, il y a vous avez vos jambes autour de moi? Parce que je ne sais pas quoi faire. Il me dit, écoutez, écoute, si tu ne sais pas quoi faire, moi je sais quoi faire. Et donc il me tire dans la garde avec sécheresse et, je ne sais pas, il commence à développer sa garde. J'étais ahuri. J'étais ahuri et qu'est-ce que j'ai fait? Je ne sais pas, j'ai fait un geste réflexe assez fou. Je crois que j'ai poussé de toutes mes forces, je crois que j'ai ouvert la garde sans même comprendre comment je l'avais fait.
J'ai poussé le monsieur, je me suis relevé, sorti du tatami, allé me rhabiller et hop, parti, c'était terminé pour moi ce cours. J'ai dit, mais jiu-jitsu comme ça, je n'en veux pas. Et bien, fort heureusement pour moi, je ne suis pas resté sur cette note-là, parce que je me suis dit, quand même, si on dit quelques bonnes choses, comme j'ai pu le voir par quelques informations sur le net à propos de cette discipline, il doit y avoir quelque chose quand même. Ben, autant essayer peut-être un autre club. Et là, j'ai appelé donc le club, mon club actuel, qui est le Boxing Squad. Et au téléphone, déjà, c'était différent. Il y avait monsieur Aldric Cassata, le head coach, qui me dit, écoutez, monsieur, venez essayer, c'est à partir de 7h30, etc. Voilà. Je suis très content d'avoir fait cette deuxième démarche parce que j'aurais pu m'arrêter sur cette première image et ne plus jamais retourner du tout dans cet univers du jiu-jitsu brésilien. Mais j'ai persévéré, je me suis dit, tiens, et donnant une deuxième chance. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ne donnent pas cette deuxième chance, qui peuvent avoir cette impression, peut-être le premier jour, mais peut-être par les jours d'après, très négative, et donc décider de ne plus aller au jiu-jitsu brésilien. C'est donc pour ça que je me propose ici de te donner 3 points. Si tu n'as jamais été dans un club, je te donne ici 3 points qui vont t'aider à consolider ton opinion. Le premier point sur lequel toute ton attention doit être maximale, c'est la sécurité. Tu dois te sentir en sécurité. Sécurité physique, psychologique, mentale, sociale. Tu dois être dans un endroit où tout est fait pour que ton intégrité physique soit préservée. Parce que vaudrait-il de s'entraîner dans un endroit où, d'entrée de jeu, tu vas te blesser, tu vas faire n'importe quoi, tu vas être mal guidé, mal conseillé, mal accompagné, mal coaché. Donc, le premier point, c'est la sécurité. Le deuxième point, très simple, c'est tu dois prendre plaisir à la pratique dès le premier jour. Il doit y avoir une notion de plaisir. Ça doit te faire du bien. Tu dois te sentir à l'aise avec les directions qui sont données, à l'aise avec les partenaires sur les terrains, à l'aise dans la structure, dans l'atmosphère. Tu dois te sentir bien. Cela doit générer une forme de bien-être même le premier jour. Et le troisième point est que tu dois pouvoir apprendre quelque chose d'essentiel, de fondamental qui te permette petit à petit de poser des bases. Poser des bases qui te permettent d'entrer dans la bonne direction, qui te permettent de commencer ton apprentissage avec un maximum d'efficience en commençant par des bases bien structurées, en commençant par la prise de bonnes habitudes posturales, de bonnes habitudes d'alignement, des bonnes habitudes de base, etc., etc. Alors, pour en revenir à mon anecdote, à mon club, nous avons la particularité de bénéficier au Boxing Squad d'une équipe carrément de ceinture noire. On a une équipe autour du head coach qui est Aldric Cassata, 2e degré ceinture noire. On a Mika Mikalev qui est 2e degré ceinture noire aussi. Et on a Julien qui est également ceinture noire. La particularité pour ce premier point que j'ai évoqué, et que par exemple, Julien est docteur en médecine, donc très très bien placé pour toujours indiquer les bonnes directions, les bonnes attitudes à prendre pour se préserver aussi bien en amont qu'en aval de l'entraînement. C'est-à-dire que il sera toujours là pour donner le bon conseil et pour donner la bonne direction, pour accompagner ton épanouissement dans le jiu-jitsu brésilien. Et de la même façon, Mika Mikalev, et pour ce premier point, lui aussi infirmier, et peut même enrichir, parce que je l'ai vu faire, donner même des conseils sur ton alimentation, sur des aspects d'ordre général qui te permettent de maximiser ta performance physique, psychologique sur le tatami. Donc c'est vrai que sur ce plan, on est carrément bien fourni. Alors ça, c'est important sur le plan de la sécurité. C'est vrai que pour le deuxième point, on a aussi en plus la richesse des personnalités que sont Mika et Julien, des personnalités très différentes, très attachantes et très touchantes, chacune à leur manière, qui créent une atmosphère de partage dans laquelle on
se retrouvent assez facilement, aussi bien les débutants que les gradés ont accès les uns aux autres assez facilement. On est très facilement euh, impliqué dans le groupe. Et ça permet de se détendre, d'avoir du plaisir. Je vois les débutants tout nouveaux qui arrivent, sont tout de suite intégrés, sont tout de suite les uns avec les autres, sont mélangés, donc peuvent déjà poser des questions, peuvent être carrément mêlés à la troupe. Donc on a cet avantage au Boxing Squad avec ces professeurs qui sont là non seulement pour nous dispenser leur savoir, mais aussi pour entretenir cette atmosphère générale qui nous permet d'évoluer un peu comme dans une bande de copains. Concernant le troisième point et sur l'idée d'apprendre quelque chose de fondamental, d'essentiel pour commencer, c'est vrai que les ceintures noires sont réellement bien placées parce qu'elles ont du recul, elles ont de l'expérience, et elles ont aussi ce sens du détail pour le débutant qui permet tout de suite de mettre l'accent, l'emphase là où cela est nécessaire. Et c'est vrai que quand ils sont plusieurs en plus à aborder une thématique en y apportant chacun leurs accents pour des fondamentaux, c'est très très enrichissant. Par exemple, nous avons abordé la thématique de la croix, la prise de la croix, la position de la croix. Et nous avons eu d'un côté Julien qui nous a parlé de l'importance de la pression et de l'immobilisation des hanches. Puis de l'autre côté, on a eu Mika qui nous a parlé aussi de la pression et de l'immobilisation de la tête. Et donc avec ça, on a pu œuvrer de concert comme dans une symphonie pour mettre en application ces concepts clés fondamentaux qui organisent mieux notre expression dans cette position-là. L'avantage avec les ceintures noires est que le langage est précis, il est articulé, il est fouillé, et donc on ne risque pas de rentrer dans la confusion, comme ça peut être le cas quand on a affaire à quelqu'un qui n'a pas tout le langage nécessaire pour donner les précisions et les détails qui sont en même de faire la différence. Personnellement, je suis très réceptif à la précision, mais je pense que pour tous les débutants, c'est toujours un plus d'avoir le sens du détail. Et en l'occurrence, là, nous sommes assez gâtés pour cela par nos coachs. Cela dit, si tu es dans un endroit où il n'y a pas de ceinture noire, il y a peut-être des ceintures bleues ou des ceintures violettes, tu peux aussi bénéficier d'un enseignement assez pointu par des ceintures violettes. Moi, je me suis fait surprendre par l'enseignement en ligne d'un duo de ceintures violettes, BGG Spectrum, assez bluffant de clarté, de conceptualisation d'images, toutes sortes de choses très organisées, très pertinentes, tellement bluffantes que je me suis permis de leur poser la question, mais comment se fait-il que vous ayez un enseignement aussi bien structuré, aussi bien posé, aussi bien aligné, alors que vous n'êtes que des ceintures violettes? C'est pas pour faire offense aux ceintures violettes, parce que dans le jiu-jitsu brésilien, ceinture violette, ça veut dire que tu es apte à enseigner. D'après ce que j'ai cru comprendre, c'est le grade qui te permet déjà de donner, en général, certains cours. Alors je leur ai posé la question et ils l'ont pas mal pris. Ils m'ont répondu avec beaucoup d'élégance. Ils m'ont dit, écoutez, on a pris des cours avec un certain Rob Bernacchi, qui est connu aussi pour son organisation très structurée, son discours autour des fondamentaux que sont la base, l'alignement, la posture, la structure, etc., les pressions, leviers, frames, etc., qui ne parlent que dans ce langage-là. Et ça d'un côté, et puis de l'autre côté, ils m'ont fait comprendre qu'ils avaient un parcours dans la pédagogie, un parcours universitaire dans la pédagogie, et donc que ceci expliquait cela. J'ai donc compris qu'en fait, voilà, c'était des personnes qui étaient très versées dans l'épistémologie et la pédagogie, et c'est la raison pour laquelle leurs cours reflétaient cette qualité pédagogique, cette qualité qui n'est pas si commune en ceinture violette. Voilà, maintenant, j'espère que tu pourras décider clairement de ce qui pourrait te convenir et de ce qui ne te conviendrait pas.
Et en attendant, je te dis à la prochaine vidéo.